Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve au Grand Cursus aujourd'hui dans la très belle et intimiste exposition autour de Raphaël. En 2020, nous fêtions le 500e anniversaire de la mort de cet artiste emblématique de la Renaissance italienne aux côtés de Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et Raphaël, eh bien voilà, je vous le présente dans un autoportrait de jeunesse. Raphaël qui va être un des premiers artistes à utiliser la technique de la gravure pour reproduire et diffuser son travail. D'ailleurs, à sa mort, en 1520, d'abord ses élèves puis des artistes de toute origine vont poursuivre ce travail de reproduction d'après les œuvres du maître et contribuer ainsi à diffuser son œuvre dans l'Europe entière et à construire son mythe et sa légende. Alors cette exposition autour de Raphaël, elle est accessible jusqu'au 16 janvier et elle présente une sélection d'œuvres qui proviennent du très beau musée Wittert, le musée d'art de l'Université de Liège. Et parmi ces gravures qui ont été sélectionnées, on retrouve des œuvres de proches de Raphaël, dont notamment Marcantonio Raimondi, dont je vous propose de découvrir aujourd'hui une œuvre au cœur de l'exposition. Mais avant ça, je vous propose de replacer un très bref contexte de la Renaissance. La Renaissance, elle naît et se développe au XVe siècle en Italie et elle est largement inspirée par l'Antiquité gréco-romaine. D'ailleurs, du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est cette esthétique antique qui va devenir la norme du bon goût. D'ailleurs, Rome devient la capitale des arts, due évidemment à son nombre important de monuments antiques et moderne. La Renaissance, elle est aussi teintée par un nouveau courant intellectuel, l'humanisme, qui caractérise la nouvelle élite intellectuelle de son temps. Cet humanisme, il reconnaît l'homme comme un être à part entière, dont la destinée n'est plus soumise à la bonté divine et qui a des capacités intellectuelles illimitées. Ainsi, la Renaissance est caractérisée formellement par une recherche de symétrie et d'équilibre, mais aussi par une volonté de rendre les volumes et de rendre la perspective par des moyens mathématiques et des proportions. Autre élément, avant que nous rentrions proprement parler dans l'exposition, c'est la gravure, cette technique qui dès 1450 va devenir une technique relativement populaire qui permet d'illustrer des livres mais aussi de diffuser des connaissances. Et c'est dès le XVIe siècle, et on a vu Raphaël va être un des premiers à le faire, dès le XVIe siècle que les artistes vont utiliser cette technique de gravure pour transposer ou faire transposer par des artistes graveurs leurs œuvres sur des matrices en bois ou en métal, permettant d'imprimer des estampes en de nombreux exemplaires et de diffuser leur œuvre dans toute l'Europe et ainsi d'augmenter leur notoriété. Et maintenant, c'est parti, on entre dans l'expo et je vous montre ces œuvres de Marcantonio Raimondi. Venez! Alors, on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui, on vous donnera plusieurs rendez-vous et surtout, on vous invite à venir découvrir l'exposition. Et dans l'exposition, voici cette première œuvre que je voulais vous montrer de Marcantonio Raimondi. Alors, Marcantonio Raimondi, c'est un artiste qui va se former auprès d'un peintre, mais aussi orfèvre, Francesco Rebolini, et très vite, l'artiste va dépasser le maître. Tant et si bien qu'il va vouloir développer son talent, il s'installe à Venise, et là, il a carrément une activité de faussaire, puisqu'il copie à l'identique les œuvres du célèbre artiste Albrecht Dürer, ce qui lui vaudra évidemment un procès retentissant. C'est en 1510 qu'il s'installe à Rome et qu'il commence à travailler dans l'entourage de Raphaël. Il a l'opportunité de copier les œuvres de l'artiste d'après les dessins préparatoires originaux. Son succès est très vite important, il s'entoure de nombreux jeunes artistes, dont notamment Marco Dante. On découvre aussi des œuvres de Marco Dante dans l'exposition, qui a été l'élève de Marcantonio Raimondi. Et donc ce Marcantonio Raimondi, à force de travail et de succès, il développe une véritable école de gravure où il forme de nombreux artistes. Après la mort de Raphaël en 1520, eh bien, il va poursuivre cette activité de reproduction d'après les œuvres de Raphaël, et notamment d'après les chefs-d'œuvre de celui-ci, et notamment d'après des fresques que Raphaël a réalisées pour la Villa Farnesine. Alors, je vais vous montrer cette Villa Farnesine, si la technologie est avec moi. J'avais même pris pour vous un petit portrait de Marcantonio Raimondi, une gravure qui illustre le chapitre que Vasari lui consacre dans son ouvrage « Les vies des meilleurs artistes ». On voit ce très bel homme. Et voici cette fameuse Villa Farnesine.
un bâtiment qui a été conçu à l'initiative de Agostino Chigi, qui était un personnage important puisqu'il était trésorier du pape Jules II, et il fait réaliser cette villa dans le quartier de Trastevere à Rome, le long du Tibre. Et pour cette villa, il va demander en 1513 à Raphaël des fresques pour orner, pour décorer la galerie. La galerie, donc c'est cette partie ici à arcade, qui est un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, puisque c'était ouvert sur les jardins à l'origine. Et pour cette Galleria, Agostino Chigi et Raphaël pensent à un programme qui prend pour source l'Âne d'or ou les Métamorphoses, écrit par un auteur grec appelé Apulée. Alors, dans cette histoire de l'âne d'or, on raconte la vie d'un aristocrate qui malencontreusement se retrouve changé en âne et vit de nombreuses péripéties. Et c'est l'occasion pour lui de raconter différents mythes, dont le mythe d'Eros et Psyché. Alors, cette galerie, elle est donc appelée la Galleria de Psyché, la galerie de Psyché. Pourquoi est-ce qu'on choisit en particulier ce thème pour ce bâtiment d'Agostino Chigi? Eh bien parce que ça fait référence à la vie personnelle de ce commanditaire qui lui aussi, comme Eros et Psyché, va avoir des difficultés pour faire accepter son amour avec sa maîtresse dont il sera finalement l'époux officiel. Donc ça fait vraiment un petit clin d'œil à la vie du propriétaire du bâtiment. Alors pour cette galerie de Psyché, Raphaël développe tout un thème iconographique qui épingle différents événements importants de cette histoire. Et cette histoire, on va peut-être prendre le temps de la raconter. Psyché est une mortelle qui est réputée pour sa beauté, tant et si bien qu'on dit que sa beauté dépasse celle de la déesse Vénus, qui est aussi une très grande jalouse, qui prend très mal la chose et qui va demander à son fils, Cupidon, de décocher une flèche au plus infâme des mortels pour qu'il tombe amoureux de Psyché. Pas de bol, c'est Cupidon qui se pique avec la pointe de sa propre flèche et qui tombe éperdument amoureux de Psyché, ce qui évidemment alimente encore plus la jalousie de sa mère Vénus, qui décide de faire subir à Psyché de nombreuses épreuves. Cupidon, fou d'amour, demande au dieu Mercure d'enlever Psyché afin de pouvoir s'accoupler de manière anonyme avec elle toutes les nuits. Psyché, prise de curiosité, elle veut savoir qui est son amant. Elle prend un soir sa petite lampe à huile et il y a une petite goutte brûlante qui vient tomber sur l'aile de Cupidon, qui, pris de panique, prend la fuite. En grand chagrin, face à cet amour inassuvi, il va trouver Jupiter, le dieu des dieux, et il lui demande de transformer Psyché en être immortel afin qu'elle puisse le rejoindre dans l'Olympe. Et l'histoire se finit bien, puisqu'elle se finit avec leur banquet de noces. Alors de cette longue histoire, Raphaël il choisit donc les moments clés et notamment il va choisir des moments pour orner les pendentifs. Donc ce sont ces parties qui sont situées dans la voussure du plafond, juste au-dessus de chaque colonne. Je ne sais pas si je m'approche, si je peux bien vous montrer. Donc ce sont ces parties un peu triangulaires de la voussure du bâti. Et parmi ces 10 pendentifs, on retrouve celui illustrant Jupiter embrassant Cupidon. Alors ça, je vous ai pris l'original aussi, puisque ce qui est intéressant dans ces travaux de gravure d'après Raphaël, c'est qu'on va constater que certains artistes vont rester très fidèles, comme ici Marc-Antonio Raimondi, aux œuvres originales, alors que nous verrons peut-être plus tard, dans d'autres rendez-vous, nous donnerons que d'autres artistes vont prendre plus de liberté ou juste des éléments dont ils vont s'inspirer. Ici, en l'occurrence, on voit que les choses sont assez identiques. On pourrait même jouer peut-être au jeu des 7 aurores. On voit notamment que ce qui va changer, c'est la présence de la guirlande végétale faite de fleurs et de fruits. Par contre, la composition des personnages et leur assemblage restent somme toute très fidèles. On retrouve notamment le traitement de la musculature et de l'anatomie dans cette idéologie humaniste et de la Renaissance. On essaye d'être juste par rapport à cette anatomie, on essaye d'en montrer que l'on connaît comment le corps humain est constitué. On peut voir ici Jupiter qui est représenté sous les traits d'un homme d'âge mûr, mais avec une attitude tout à fait bienveillante dans la manière dont il prend le visage de Cupidon dans ses mains.
On voit que Cupidon, quant à lui, il est représenté comme un adolescent, presque prépubère, beaucoup plus jeune. Et on voit aussi que chacun des personnages est accompagné de ses attributs, c'est-à-dire leur petit élément, objet, carte d'identité qui permet de les identifier. Pour Jupiter, derrière lui, on retrouve un aigle qui tient dans son bec un foudre. Et pour Cupidon, évidemment, son arc à flèche et une flèche. Et là, il y a une différence, somme toute significative, entre Marcantonio Raimondi et Raphaël. Regardez bien la flèche et la position de la flèche sur la gravure et sur l'œuvre originale. Sur l'œuvre originale, elle tend vers le haut, vers l'Olympe, là où Cupidon et Psyché vont pouvoir finir leur jour, alors que sur la gravure, elle tend vers le bas. Voilà tout ce qu'on peut découvrir dans l'exposition, découvrir le travail des œuvres d'après Raphaël, se remémorer les chefs-d'œuvre de l'artiste et trouver ces petites choses qui vont distinguer ces artistes du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle du maître. On se retrouve très vite dans l'exposition pour d'autres découvertes. À bientôt!